Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième émission thématique de fin d'année et de début d'année. En même temps, émission thématique qui sera consacrée aux nouvelles offres de presse, à certaines nouvelles offres de presse. Et pour cela, je reçois plusieurs invités. Je reçois Julia Maïd, Laurent Beccaria, Julien Neuville et Jacques Transo. Julia Maïd, bonjour. Bonjour. Vous avez créé un magazine bimestriel, Koi, qui veut dire carpe en japonais, magazine qui est consacré aux Asiatiques de France, mais qui est destiné à tous ceux que l'Asie intéresse. Portraits, enquêtes, reportages, agenda culturel. Vous êtes parti de la constatation que les Français, quelle que soit leur origine, ne savent presque rien de leurs compatriotes ou voisins non compatriotes asiatiques et qu'ils nourrissent à leur sujet un bon nombre de clichés, ne serait-ce qu'en les regroupant sous l'appellation générique de Chinois. Votre premier numéro est dans les kiosques, enfin dans certains, et contient un reportage sur l'unique club de sumo de Paris, une enquête sur la deuxième génération, c'est-à-dire les enfants d'immigrés venus d'Asie, et un article sur l'essor de l'application de messagerie chinoise WeChat en France, ainsi qu'un entretien avec la chef exécutive d'une chaîne de restaurants de Sweet Food Thai. Et puis il y a aussi un agenda culturel. Laurent Beccaria, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur, vous êtes ancien directeur littéraire des éditions Plomb puis des éditions Stock. Vous avez fondé en 1997 les éditions Les Arènes que vous dirigez depuis. En janvier 2008, vous fondez avec Patrick de Saint-Exupéry la revue trimestrielle 21 autour d'un projet d'indépendance financière sans publicité et d'une diffusion en librairie. En 2011, vous lancez sur le même modèle une revue semestrielle baptisée 6 mois et consacrée au photojournalisme. Et en janvier 2013, vous publiez un manifeste pour un autre journalisme où vous plaidez pour une presse post-internet. Selon vous, le numérique n'est en effet pas la seule et unique solution qui s'offre à la presse écrite. Et aujourd'hui, avec votre associé Patrick de Saint-Exupéry, vous lancez un nouveau projet hebdomadaire baptisé Hebdo qui sera dans les kiosques le 12 janvier prochain. Hebdo est présenté comme un journal d'information sans publicité, indépendant, qui entend s'extraire du rythme imposé par l'actualité et remettre le lecteur au cœur de l'information. Le 10 novembre dernier, au terme d'une campagne de financement participatif, vous avez récolté plus de 409 000 € pour financer ce projet, ce qui vous met, je crois, en deuxième position de tous les projets financés sur la plateforme KissKissBankBank. Et en octobre dernier, les Inrocks titraient « Hebdo peut-il sauver le journalisme ?» Jacques Transo, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé dans les rédactions de La Croix, de Liaison Sociale, puis d'Enjeux les Échos, avant de diriger le service ville de l'hebdomadaire L'Express. En décembre 2016, vous avez cofondé un magazine en ligne baptisé Médiacité, dont le slogan est « L'investigation sans concession ». Vous menez des enquêtes approfondies sur les métropoles et les collectivités locales qui, selon vous, disposent de plus en plus de pouvoir. Or, vous avez constaté que la presse nationale française se désintéresse des enjeux régionaux et permet rarement de consacrer des enquêtes approfondies aux enjeux locaux. Dans votre manifeste, vous revendiquez que la presse puisse jouer un rôle de contre-pouvoir à l'échelle locale. Vous avez choisi un modèle économique sans publicité qui repose essentiellement sur l'abonnement payant et vous revendiquez une totale indépendance. Le mois dernier, vous avez par exemple publié une importante enquête consacrée aux soupçons de favoritisme pesant sur Laurent Wauquiez dans l'attribution de subventions régionales à la ville du Puy-en-Velay, dont il était maire, et précédemment, vous aviez publié une enquête sur l'utilisation d'un certain nombre de fonds par Martine Aubry qui étaient destinés à autre chose que ce à quoi ils ont servi. Nous discuterons donc avec vous du rôle des médias dans la politique. Enfin, Julien Neuville, vous êtes reporter de formation, vous êtes spécialisé dans le grand format, vous avez écrit pour Le Monde et pour son magazine M, pour l'Équipe ou encore pour Elle. En novembre 2016, vous avez fondé avec la journaliste Lorraine Bastide un studio indépendant de production de podcasts, Nouvelles Écoutes. Vous produisez des émissions
originales et variées, destinées à être écoutées à la demande, gratuitement, sur ordinateur ou sur mobile. Par exemple, votre émission La Poudre est consacrée chaque semaine à une rencontre avec une femme inspirante qui raconte son parcours et ses combats. C'est une émission qui a cumulé plus d'1 million de téléchargements. Mais on retrouve aussi l'émission Banquette, consacrée à un acteur du football, ou encore le podcast Vieille Branche, dédié à une rencontre avec une personne âgée de plus de 75 ans. La première est l'avocat Henri Leclerc. Nous nous demanderons avec vous si le podcast peut remplacer la radio telle que nous la connaissons. J'ajoute que vous êtes le producteur du présent podcast, Le Nouvel Esprit Public, et que sans vous et sans Nouvelles Écoutes, je n'aurais jamais pu réaliser ce podcast. Si vous voulez bien, je voudrais commencer notre discussion, à laquelle vous êtes évidemment invité à participer librement, et toute interrogation que les uns voudront poser aux autres sera la bienvenue. Mais je voudrais poser ma première question à Laurent Beccaria en lui demandant ce qu'il entend par la presse post-internet et ce qu'il entend par replacer les lecteurs au cœur de l'information. Comment ça se traduit dans votre projet hebdo ? La presse post-Internet, c'est tout simplement que quand Internet est arrivé et surtout s'est développé à partir des années 2000 avec la DSL, il a été entendu partout que c'était un changement de support et que la presse devait quitter le papier pour basculer vers le numérique. Et il y a eu une aspiration du numérique, la croyance dans le gratuit et que la publicité allait migrer du papier vers le numérique. On a vu que c'était un peu plus compliqué que ça et que à la fois le numérique était un support différent, était aussi un média en lui-même. Et qu'en même temps, il pouvait rester une presse en tant que support papier qui avait sa propre autonomie et qui résistait à cette vague numérique. C'est ce qu'on a vu dans l'édition, où le livre est resté en support papier très fort. Ce qu'on voit dans la publicité, où on imprime encore énormément de catalogues, même plus que jamais. Et on pense que la presse en tant que support papier peut avoir un avenir, à condition bien évidemment de ne pas y faire la même chose qu'avant et de prendre acte de cette explosion du numérique et de tout ce qu'elle peut offrir au lecteur. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire de ne pas penser qu'on passe de la marine à voile, marine à vapeur. C'est un peu plus compliqué que cela. C'était ça notre force. Et je pense que ce qu'on a montré, c'était que pour une presse de qualité, le financement par la publicité allait se transmuer en un financement par les lecteurs, qui allait devenir la source de ce qui était une production journalistique de qualité. Pendant un siècle, la publicité a permis de faire du grand journalisme. Les plus grands journaux du monde, ceux qui ont fait émerger ce métier et lui ont donné ses lettres de noblesse, ont été financés par la publicité. Aujourd'hui, la publicité dans les journaux va aux journaux haut de gamme. Alors c'est M, c'est Vanity Fair, c'est Vogue, c'est tous les journaux dans lesquels on peut faire de la publicité pour CSP+. Et il y a toute une partie de la population mais qui ne peut pas. Voilà, les journaux vont vers ces CSP+. Et en quittant le financement publicitaire, on retrouve le lecteur et on retrouve une relation directe et on peut faire un autre journaliste. C'était ça. Et en mettant le lecteur au cœur, je finis, c'est-à-dire que je pense que on est parti d'un univers dans lequel les journaux étaient des émetteurs verticaux qui descendaient vers les lecteurs et qui leur donnaient la bonne parole, le savoir, et il faut arriver à quelque chose où c'est horizontal, c'est-à-dire un dialogue, être nourri des lecteurs, les comprendre, parler avec eux, et c'est un travail qu'on fait depuis 10 ans et qu'on va intensifier et qu'on va mettre au cœur du projet Hebdo. Alors on verra tout à l'heure comment vous avez préparé ce projet qui sort donc dans quelques jours. Julie Amaïd, vous aussi, vous êtes papier. Est-ce que vous avez pensé d'abord être éventuellement sur Internet, ou bien est-ce que vous saviez dès le début que vous vouliez être papier ? Et comment est-ce que vous avez évalué la demande possible d'une presse comme la vôtre, ciblée sur une population nombreuse, mais est-ce qu'elle est seulement comptée d'ailleurs ? On ne sait pas. Quel est le public potentiel de COI ?
Alors déjà, moi j'ai pensé au magazine Koi tout de suite en format papier, parce que je suis consommatrice de presse papier, et parce que pour des enquêtes longues et pour les types de sujets qu'on voulait traiter dans le magazine, le papier était beaucoup plus adapté au web, qui nous aurait demandé des articles plus réguliers, plus courts, et une équipe différente, un fonctionnement différent. Ensuite, on a testé le magazine en faisant un numéro 0 et en le présentant d'abord autour de nous, à des amis, à des personnes de la presse. Et on a fait également un crowdfunding, un financement participatif sur Internet, qui a remporté un petit succès. Bon, on n'est pas à 400 000 €, on a réussi à avoir un peu plus de 18 000 €. Et ça nous a montré qu'il y avait une attente de la part des communautés asiatiques en France et également de la part de curieux et d'amateurs de culture asiatique qui avaient envie d'en apprendre un peu plus que ce qui existait déjà dans les médias présents à ce moment-là. Alors, j'ai quand même, dans l'actualité de ces derniers mois, une partie de la communauté asiatique, je crois plutôt la communauté chinoise, à Belleville notamment, a été l'objet d'agressions, s'est sentie maltraitée de diverses manières. C'est donc un sujet conflictuel. Et pour le moment, apparemment, les sujets conflictuels ne font pas partie de ceux auxquels vous vous intéressez, ou bien est-ce que c'est en route ? Ça va venir. L'idée, c'est pas forcément de parler que des agressions dont sont victimes les communautés asiatiques en France, mais justement ouvrir un petit peu le regard sur la diversité des personnes qui font partie de ces communautés, montrer que ce ne sont pas que des tabagistes, des chauffeurs de taxi, des gens très riches, qu'il y a aussi des artistes, qu'il y a aussi des avocats, qu'il y a aussi des écrivains, etc. Et voilà, l'idée, c'est peut-être d'expliquer la richesse et la diversité des sujets qui peuvent être présents avant de se focaliser vraiment sur les agressions. Bien sûr, il y aura un sujet là-dessus, mais ça viendra par la suite. Je veux dire, les agressions en elles-mêmes, c'est un sujet qui est plutôt un sujet pour un quotidien que pour un magazine, mais c'est ce qui avait frappé beaucoup de gens, c'est-à-dire le sentiment qu'exprimaient les porte-paroles de la communauté chinoise, disant qu'ils n'existaient pas en réalité, que quand ils allaient s'adresser aux institutions, on voyait au travers d'eux. C'est beaucoup plus ça que les agressions en elles-mêmes. Jacques Transo, donc, vous êtes à l'origine de ce projet Médiacité qui fonctionne déjà et qui ne fonctionne, lui, que sur Internet, et qui a choisi de se développer autour des grandes métropoles. J'imagine pour des raisons économiques, mais pas seulement. Vous parlez aussi du pouvoir que les grandes villes ont acquis au fur et à mesure des années de la décentralisation. Oui, derrière le projet Médiacité, il y a une ambition profondément démocratique. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'il y avait une sorte de trou noir dans la couverture médiatique. Et ce trou noir, c'était l'investigation locale. La presse nationale, en fait, est essentiellement parisienne. Elle est en crise, donc elle diminue ses moyens. Elle a de moins en moins de correspondants en région, et notamment dans les grandes villes. Et la presse quotidienne régionale est très peu portée sur l'enquête très approfondie, l'investigation. Parce qu'elle est généraliste, elle est grand public, elle est quotidienne. Et donc, on veut combler ce trou noir. Et pourquoi on veut le combler ? Parce qu'on estime qu'il y a 1000 choses à dire pour réintégrer, réimpliquer les citoyens, les habitants de ces grandes villes dans la vie de leur cité. Donc on veut leur expliquer les coulisses de leur ville. Et d'où Médiacité, d'où l'investigation sans concession et d'où une approche par métropole. Pour l'instant, on est présent sur 4 métropoles, Lille, Lyon, Toulouse et Nantes, mais on a l'ambition, si on rencontre le public, d'aller bien au-delà. Julien Neuville, vous produisez pour Nouvelles Écoutes un certain nombre d'émissions, je n'en ai cité que quelques-unes. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord qui sont les auteurs de ces podcasts? Qui voyez-vous arriver vers vous pour vous demander de produire leur projet? Souvent, c'est pas des gens qui viennent de la radio, assez étonnamment, et c'est aussi, je pense, comme ça qu'on a créé le studio, en se disant que quand on lançait une émission, au lieu d'avoir un journaliste qui pouvait potentiellement pitcher le sujet, l'écrire, le réaliser, le monter, nous le livrer, on préférait construire une équipe autour de cette personne-là. D'abord un auteur qui avait l'idée, ou potentiellement quelqu'un qui a amené une idée, mais qui forcément
n'est pas forcément obligé de vous voulez le présenter. Et derrière, on l'associe à une réalisatrice sonore, à un ingénieur, à un mixeur, à d'autres personnes qui suivent la production, qui suivent l'éditorial. Donc c'est un peu plus que presque plus proche de l'industrie du film, par exemple, où il y a plein de gens qui ont chacun leur petit métier. Bon, évidemment, on n'a pas des équipes similaires, c'est peut-être 5-6 personnes sur chaque émission, mais qui en font plusieurs en même temps. Mais du coup, ça permet d'avoir une manière de faire un peu plus différente et une manière de produire un peu plus différente, et surtout un contenu différent. Parce que souvent, la question, depuis qu'on a lancé Nous les écoutes, c'est quoi la différence entre les podcasts natifs, donc c'est-à-dire les émissions qui sont produites et qui sont uniquement distribuées à la demande, à l'opposé des émissions qui sont sur Radio France, ou sur RTL ou d'autres radios privées, et qui ensuite sont mises en replay sur les plateformes. Et en fait, nous on compare un peu comme quand Internet est arrivé et que les grands médias, Le Monde, Figaro, etc., ont commencé à créer leur site Internet. Mais en même temps, cette nouvelle manière de distribuer, de nouvelle manière de produire, a ouvert la voie à plein de nouveaux médias. Donc en France, par exemple Mediapart, aux États-Unis, Huffington Post, BuzzFeed, même sur la digitalisation de la musique, il y a des boîtes qui ont émergé de nulle part, Spotify, Deezer, etc. On se rapproche plus de ça, où en fait, il y a une nouvelle manière de faire, il y a une nouvelle manière de distribuer et donc de produire. Et donc, à l'arrivée de nouveaux, ce qu'on appelle encore, je crois, les pure players, où en fait, on prend avantage de cette nouvelle manière de faire pour produire. Et forcément, ça implique une approche un peu plus différente. Je me rappelle plus du chiffre exact, mais nous, en tout cas, 80% de notre audience a moins de 49 ans. Je crois que la moyenne d'âge de Radio France, elle est dans les 60 ans. Donc forcément, il y a une manière de faire différente. Et surtout, au départ de tout, on se dit qu'on fait des émissions qui sont précises. C'est pour ça que je me sens assez proche de Julie et de Coy, parce qu'il y a une démarche où en fait on vise un public précis et on n'est pas en train de dire on fait le programme le plus qui satisfera le plus de monde, ou dont notre objectif c'est que si les gens tombent dessus par accident, qu'ils y restent, parce qu'on va tout faire pour les garder et pour être le plus satisfaisant possible. Donc on va sur des thèmes assez précis, donc c'est pour ça que les équipes sont faites de cette manière. Par exemple La Poudre, qui est l'émission de Lorraine, mon associée, c'est relativement précis, un public qui est assez spécifique, qui est majoritairement évidemment de femmes, mais finalement moins que ce qu'on pourrait penser, c'est du 75-25. Mais c'est un public assez engagé, c'est des gens qui sont hyper curieux de ce qui se passe autour d'eux, qui sont assez conscients des conditions et des évolutions sociales qui doivent être faites. Et pareil, Banquette, c'est aussi assez niche, c'est du football, qui peut paraître quelque chose qui est hyper couvert, et c'est le cas, parce que la radio RMC a quasiment 6 heures de live football tous les jours. Mais nous, on est sur une approche où c'est 45 minutes minimum, voire 1h30 de conversation avec un joueur, un ancien joueur, un entraîneur, un agent. Et ça, on peut pas le faire à la radio, on peut difficilement le faire à l'écrit, ce sera un livre, notamment la longueur des propos. Et nous, on est plus sur des choses assez précises. On lance le mois prochain une émission sur la culinaire. On dit plutôt bouffe, parce qu'on désacralise un peu cette chose-là. Pareil, c'est population plutôt 24-35 ans, et on fait un contenu pour eux, et pas on fait un contenu qui peut attirer le plus le monde possible. Donc il n'y aura pas la recette du livre à la Royale. Non. Laurent Beccaria, vous avez beaucoup mis d'efforts sur la préparation du contenu. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure du succès de la campagne de financement participatif, mais il n'y a pas que le financement qui est participatif. Il y a d'une certaine manière une recherche de contenu participatif, si je puis dire, que vous avez fait à travers une campagne de contact. Comment est-ce que ça s'est passé et qu'est-ce que vous en avez retiré ? Alors, il y a d'abord un héritage, c'est-à-dire que depuis 20 ans, les éditions des arènes, depuis 10 ans, 21 et 6 mois, ont développé énormément de relations directes avec les lecteurs. C'est-à-dire que très vite, on est allé partout en France, donc dans des librairies, dans des médiathèques, dans des écoles, dans des associations. Et toutes les semaines, il y a 3-4 événements, entre guillemets, qui sont
qui sont organisés par les éditions des Arènes et 21 et 6 mois. Donc les journalistes ont été au contact avec les lecteurs, ce qui finalement est assez rare dans les médias. Et pour avoir fait un séminaire la semaine dernière avec l'équipe de rédaction de 21 qui expliquait son histoire à la nouvelle équipe Hebdo, et des journalistes disaient mais ça m'a fait devenir un journaliste différent, de rencontrer les lecteurs. Et on a fait donc un festival de journalisme, 2 éditions, où il y avait donc la dernière 8000 personnes à Autun. Et c'est ça aussi, ça participe de ce contact où le journaliste va aller raconter en direct à une personne, 3, 4, 5, 10, 100, ce qu'il fait. Et en ayant ce contact, il comprend ce qui accroche, ce qui n'accroche pas, comment il faut aller chercher le lecteur, parce que quand on est dans un univers journalistique, on regarde ses pairs, on regarde beaucoup moins les lecteurs. Donc ça a été quelque chose qui a été important. Et donc quand on a eu l'idée d'Hebdo, on s'est dit que une des forces d'Hebdo, ça allait être d'utiliser le numérique pour avoir une relation forte avec ses lecteurs. Et on a donc lancé une plateforme qui, pour l'instant, est ouverte qu'aux préabonnés, qui a été ouverte jeudi dernier, qui s'appelle La Source, dans lequel les préabonnés peuvent inscrire leur passion, leur métier, leurs envies de dialoguer avec les journalistes. Et contrairement à ce qu'on pense, contrairement à tous ceux qui s'expriment directement sur le net, énormément d'opinions politiques, d'opinions philosophiques, de donner leur avis sur l'actualité, il y a beaucoup de lecteurs qui ne demandent pas de faire le métier des journalistes à leur place, d'avoir des idées, mais ils veulent transmettre leur expérience, leur savoir, leurs contacts, etc. Donc c'était frappant. Sur les 7000 préabonnés, on a envoyé le mail jeudi et il y a 5000 qui ont ouvert et plus de 1500 qui ont rempli déjà le questionnaire, et on voyait qu'il y avait 300 vraiment choses extraordinaires. Il y a même des idées d'enquête qui sont nées, etc. Et donc ça va être le cœur. On va irriguer le journal de ce contact direct. Et dans toute la préparation du journal, il fallait que, puisqu'on veut le faire une fois que le journal paraît, il fallait le faire dans la préparation. Donc on est beaucoup allé sur le terrain. J'étais à Niort vendredi, samedi dernier. Aujourd'hui, Patrick Saint-Exupéry est à Bordeaux. Demain, il y en a à Brest, à Lyon, à Lille et à Marseille. Donc c'est vraiment quotidien. Et on a un bus avec 2 personnes dans un bus qui fait déjà plus de 40 villes, qui est à Brest ce week-end. Chaque fois qu'ils arrivent dans une ville, ils font 3 choses. Ils font un événement organisé par une librairie, un café associatif, un endroit déjà constitué qui s'est porté volontaire. Ils vont dans une école ou dans un lieu. Ils vont au siège de la Maïf quand c'était à Niort. Ils vont dans une école, un lycée agricole, etc. Et ils vont tracter sur les marchés à la rencontre des gens. Il y a toujours un journaliste de la rédaction qui est avec eux. Et après ils nous font des remontées des rencontres, de ce qu'ils ont vu, et ça a nourri complètement la préparation du journal. Et ce qui fait qu'on va arriver le 12 janvier avec finalement une communauté de lecteurs impliqués et intéressés d'un journal qu'ils ne connaissent même pas. Et c'est complètement inédit. Et soit ils vont tous être déçus parce qu'ils ont rêvé d'un journal qui évidemment ne sera pas celui qu'on va leur offrir, soit au contraire le journal va cristalliser tous ses rêves et va être quelque chose de différent de ce qu'on aurait pu penser, Patrick et moi, dans un coin en disant tiens on va faire un journal, un chemin de fer, un sommaire, on va faire ci, ça. Et c'est tout l'enjeu du journal. Sa réussite ou son échec, ça sera si cette mayonnaise se prend, si ça se cristallise entre les lecteurs et nous. Oui, on voit évidemment l'importance de l'enjeu compte tenu de la méfiance grandissante qui s'est instaurée entre la presse et les médias, et notamment entre les médias écrits. Julie Amaïd, une des faiblesses de la presse française, c'est la distribution. Comment est-ce que vous affrontez cette difficulté-là et comment voyez-vous les moyens d'en sortir ? Alors déjà, moi je viens du journalisme, donc c'est vrai que je ne connaissais rien à la distribution. C'est tout un métier qu'il faut apprendre. C'est un nombre d'acteurs incroyables qui interviennent entre la sortie de l'imprimerie et la présentation du numéro en magasin.
Affronter la distribution, c'est avoir de la patience, essayer de faire confiance à nos interlocuteurs et discuter le plus possible pour faire connaître son titre et rappeler aux différents acteurs l'importance de bien faire son métier pour que le titre soit présenté dans le magasin et que les lecteurs puissent le trouver, l'acheter, le découvrir. Alors, au moins 3 de ceux qui sont autour de cette table s'intéressent de manière tout à fait active à la province. Est-ce que la province, aux régions, je crois qu'il faut dire, est-ce que les régions comptent pour vous et est-ce qu'elles sont une cible pour vous et comment vous les touchez? Parce que la communauté, les communautés, d'ailleurs, est-ce qu'il ne faut pas être communauté, je n'en sais rien, mais les personnes d'origine asiatique ne sont pas exclusivement à Paris ou dans la région parisienne. Oui, effectivement. Après, c'est très dur d'avoir des chiffres exacts parce que les statistiques ethniques sont interdites en France. Donc, on va estimer la population asiatique autour d'1 million, 1,3 million de personnes. Est-ce que ça comprend les Eurasiens ? Je ne sais pas. Et ensuite, on sait à peu près, selon les différents flux migratoires, etc., qu'il y a à peu près 70% de la communauté asiatique qui est à Paris ou en région parisienne. Donc, il y a quand même 30% qui est en région. On a essayé de les toucher parce qu'aujourd'hui, on est distribué dans toute la métropole, dans les grandes villes. Mais après, c'est difficile et ça, c'est un réglage à faire, d'essayer de trouver les points de vente où le magazine est paru et a été acheté au premier numéro et de régler ensuite, après, au niveau du numéro 2, du numéro 3, mais les régions ne sont pas oubliées. Mais ce que fait Julie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui dans le système. C'est-à-dire que c'est un frein énorme, la distribution. Et là, c'est David contre Goliath. C'est-à-dire que c'est un travail de fou. Et c'est, je pense que un des principes, j'étais encore hier à un salon, la presse écrite a perdu 30% de sa diffusion en kiosque, en maison de la presse, en 10 ans. Le chiffre d'affaires est passé de 3 milliards à 2 milliards. C'est 1 milliard de chiffre d'affaires qui s'est évaporé. Et on a un système de distribution et un fonctionnement qui baisse de 10% tous les ans. Et comme si c'était un toboggan inexorable, sans que des décisions importantes aient été prises. Et notamment, la décision la plus importante, ce serait de laisser... d'arrêter la loi Bichet, qui est une loi qui était faite pour la démocratie juste après la guerre, qui oblige en fait tout diffuseur de presse de recevoir et de mettre en vente un journal qui lui a été adressé. Donc c'est une loi formidable sur la démocratie. N'importe qui peut publier un journal, l'envoyer au système de distribution et il est soi-disant mis en vente. En fait, dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Et un journal comme Koi un kiosquier peut recevoir 10 Koi, mais comme il a peu de place pour montrer des journaux, il met toujours ceux qui se vendent à peu près avec sa clientèle et il va mettre Koi, il ouvre parfois même pas. Il va mettre en réserve. Et quand quelqu'un arrive, il a même oublié qu'il avait cette réserve. Et les 10 exemplaires ont été imprimés, acheminés, vont repartir, vont coûter de l'argent à la revue. Ils n'ont même pas eu la chance d'être en contact avec le client. Et une des chances extraordinaires de la librairie, qui est fait qu'en France, la librairie a survécu et se développe même aujourd'hui, c'est que on a aidé la librairie en tant que espace de vente, et le libraire est libre de son choix. C'est lui qui décide. Donc, vous auriez dû, à ce moment-là, avec un système, aller voir, de se dire, il faut aller convaincre les kiosquiers. Donc, il fait tout un travail pour aller les convaincre, et ceux qui auraient été convaincus l'auraient mis en vente. Vous auriez eu beaucoup moins de problèmes. Voilà. Donc ça, c'est un journal de cette qualité se heurte à un mur extrêmement difficile à franchir. Et c'est justement cette distribution qui, entre autres, qui a poussé un autre journal de qualité 75 à cesser sa distribution il y a quelques jours. Le numéro 19 ne paraîtra pas, il était prêt, il ne paraîtra pas à cause de ça. Oui, peut-être faut-il aussi réfléchir sur la manière dont 75 a choisi ses contenus. C'était un journal consacré à Paris et destiné aux Parisiens. N'est pas absolument sûr qu'il n'y ait eu qu'un problème de distribution. Me semble-t-il, il y a eu aussi un problème de contenu, mais ne parlons pas d'un journal que probablement nos auditeurs n'ont pas eu entre les mains, puisqu'il n'aura pas eu beaucoup de temps pour exister, à peine plus d'1 an. On a parlé de la province et au moins 2 d'entre vous s'intéressent plus particulièrement à la province. Mais alors,
La province était, c'est votre analyse, Jacques Transo, c'est aussi d'une certaine manière la vôtre, Laurent Beccaria, était la mal connue et de la presse nationale. Vous allez essayer de remédier à cette mauvaise connaissance. Il me semble qu'il reste encore un grand mal connu de la presse, et peut-être même de celle que vous êtes en train de promouvoir, c'est la province de la province, c'est-à-dire par exemple ces fameuses régions rurales complètement oubliées, dans lesquelles on a vu monter des votes un peu étonnants et dans lesquelles on entend une sorte de plainte régulière qui est « nous sommes abandonnés par l'État, les services publics nous désertent, les postes s'en vont, les comment dit-on, les perceptions disparaissent, etc., etc. » Est-ce que cette province-là, la question vaut d'ailleurs aussi pour Julien Neuville, est-ce que cette province-là vous intéresse et comment est-ce que vous pouvez éventuellement manifester, concrétiser cet intérêt, Jacques Transo? Alors, je sais que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, ça fait des années que j'écris là-dessus, vainement, donc. et j'ai lu la plupart de vos livres avec délectation. Quand on lance une aventure de presse comme Médiacité, c'est une aventure un peu folle, extrêmement ambitieuse, mais elle a du sens, donc on y va. Mais c'est une entreprise. Ça veut dire qu'il faut viser un équilibre et viser de gagner de l'argent à terme. Moi, je fais pas ce métier pour gagner de l'argent. Mais si on veut, et si je veux que Médiacité survive, plus de temps que 75 qu'on vient de citer, je suis obligé de travailler avec une cible, et je suis obligé de viser des zones denses. Donc, mon constat, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que il y a, à notre sens, un manque médiatique et un manque démocratique dans les grandes villes. Ces grandes villes m'intéressent parce que aussi il y a une perspective de rentabilité, puisque je suis vendu sur abonnement. Si je m'intéresse à l'Aveyron, au Cantal, au hasard, il y a plein de choses très importantes à dire sur le fonctionnement ou le dysfonctionnement de notre société. Malheureusement, ça ne va intéresser moins. Ça ne veut pas dire que c'est inintéressant, mais ça va intéresser moins mon lecteur de Lyon, de Lille, de Nantes ou de Toulouse. Donc je suis obligé d'avoir une approche par périmètre. Le périmètre que nous avons choisi, c'est la métropole, parce qu'on est dans une ère dite de métropolisation. Vous vous baladez en France, vous voyez qu'il y a des villes qui sont resplendissantes, qui attirent la croissance économique, la croissance démographique, et en même temps, il y a un manque médiatique. Voilà pourquoi nous ne sommes pas en Aveyron. Laurent Beccaria. Alors, une de nos grandes surprises quand on a lancé la rue 21, on nous avait annoncé qu'on aurait un lectorat de bobos, un lectorat parisien, compte tenu de la proposition qui était du grand reportage, voilà, et 200 pages de lecture. Et on a été très frappés de voir qu'on était d'abord plus provincial que parisien. Dans les ventes, c'est énorme. Et puis, quand les abonnés sont arrivés, on a à peu près 11 000 abonnés. Et sur 11 000 abonnés, on a 3 200 communes. C'est-à-dire que la responsable des abonnés, elle a fait donc un tour de France, c'était une toute petite commune, qui comme n'ont été diffusées en librairie, les librairies étant plutôt dans des villes, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme lectorat, qui était lectorat dans des zones rurales. Et ça, c'est quelque chose qu'on a développé dans la discussion avec les lecteurs et qui fait partie du projet Hebdo. Donc on a dans Hebdo, par ce contact avec la source, c'est-à-dire cette plateforme de relation avec les lecteurs, on va essayer d'avoir ce contact, de trouver des gens qui peuvent être en Aveyron, dans le Loir-et-Cher, partout, parce qu'ils ont des choses à dire, parce que la province est un endroit, et les zones rurales, c'est un endroit dans lequel se développent de nouvelles pratiques de société qui sont parfois les plus innovantes. Quand on veut vivre un peu différemment, quand on veut, c'est le Kaufmann, quand il a fait Jean-Paul Kaufmann a fait son livre sur la Marne, et ils appellent les conjurateurs, c'est qu'ils rencontrent des gens comme ça qui ont essayé de vivre, et nous on aimerait faire un journal de conjurateurs, c'est ça notre et les conjurateurs sont partout. Donc il y a ce contact avec les lecteurs qui est là. On a fait notre festival de journalisme à Autun, en Saône-et-Loire, qui n'est pas des lieux de métropole,
qui est en croissance absolue. C'est près de Thésée, quand même. C'est où il y a beaucoup de gens qui passent par là. Et l'autre chose, par exemple, pour vous donner dans le numéro 0, en parlant du glyphosate, on a été allé voir un lycée agricole à Arras pour voir comment les jeunes agriculteurs près d'Arras, comment ils réagissaient. On n'a pas été prendre un expert qui va nous expliquer le glyphosate ou de la FNSEA. On est allé essayer de s'ancrer au maximum. Et pour finir, on a 5 journalistes qui vivent en province, qui montent une fois parce qu'on dit monter, qui viennent une fois par semaine à la conférence de rédaction et qui repartent et qui ne sont pas correspondants, et qui vont être simplement, ils sont là pour avoir toutes ces racines. Julien Neuville, alors poudre pour les féministes, banquette pour les fouteux, vieille branche pour les gérontophiles, mais pour ce qui est des bleds, est-ce que vous envisagez quelque chose ? En fait, en écoutant les autres parler, on se rend compte moi je me rends compte qu'on n'a juste pas d'excuses, nous, parce qu'on n'a pas de problème ou très peu de problèmes de distribution. On est dépendant de grosses boîtes américaines qui paient rarement leurs impôts en France, mais c'est pas les mêmes problèmes que lancer un magazine et avoir affaire aux distributeurs. C'est un process qui est de plus en plus facile, même si purement mathématique, 80% des 25-39 ans en français ont un smartphone, donc ils sont partout, ils sont pas que à Paris. Donc on n'a pas l'excuse pour pas parler aux gens en dehors au-delà du périphérique, surtout que Lorraine et moi, personnellement, on n'est aucun des deux parisiens. Donc c'était aussi important pour nous. Après, il y a... Mais c'est les pires, c'est comme les anciens fumeurs. Oui, les anciens provinciaux, c'est eux qui deviennent les Parisiens. Ça dépend si on revient souvent. Mais c'est-à-dire qu'il y a un gros effort de pédagogie que nous, on doit faire, par exemple. Quand Julie lance Koi, elle n'a pas forcément besoin d'expliquer ce que c'est un magazine. Nous, il faut qu'on explique ce que c'est un podcast, comment on écoute, ce genre de choses. Par exemple, sur notre site, la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a un espèce de petit tutoriel pour comment on écoute un podcast. Et d'ailleurs, Philippe, on en a pas beaucoup parlé quand on a relancé l'émission ensemble, en disant comment on fait pour expliquer aux anciens auditeurs de ces émissions précédentes comment écouter maintenant. Donc, tout ça pour dire que c'est que pour nous, c'est que on n'a pas d'excuse, on doit expliquer comment être écouté. C'est aussi dans la programmation, dans le contenu qu'on fait, que ce soit Vieille Branche, l'émission Personnalité plus 75 ans, ou même Banquette. On a pas mal voyagé finalement. On a envoyé des joueurs de foot à Dijon, à Lille, à Caen, parce que c'est important, même au-delà, on parle de la province, mais nous aussi, il y a une énorme audience qui est belge, qui est suisse, qui est canadienne. Donc eux aussi, on essaie de plus en plus de leur parler. On prévoit de partir quelques jours au Canada l'année prochaine pour interviewer plusieurs personnes dans nos émissions et se faire un peu plus connaître. En Belgique aussi, en Suisse, c'est important. Et du coup, c'est plus dans la manière dont on explique qui on est, ce qu'on fait, et dans la manière dont on fait nos contenus. La distribution, ensuite, tout le monde, comme je disais, beaucoup ont un smartphone ou un ordinateur. Il faut juste que l'info, elle arrive jusqu'à eux. Pour le moment, il y a un peu ce phénomène d'isolation technologique où on est sur son compte Twitter ou Facebook et on a l'impression que tout le monde autour de nous pense la même chose. Alors c'est juste, on est abonné aux gens qui nous ressemblent. Donc on essaie vraiment de faire en sorte de communiquer aux autres personnes que nos contenus sont aussi disponibles. Et ça passe par des choses assez banales mais qui ont encore un impact énorme, comme un article dans la très chère Dépêche du Midi ou ce genre de choses, pour dire aux gens qui ne sont pas forcément dans les cercles qu'on a qu'il y a ça aussi qui est facile à écouter et qui est gratuit surtout. Et je vais juste finir avec ça. Nous, c'était... je sais que c'est un débat qui est sans fin sur la publicité, le modèle abonnement, etc. Nous, on est parti depuis le début et c'est une volonté sur le très long terme de rester toujours gratuit pour justement pas faire une sorte de limitation, de pas limiter encore plus, déjà qu'on a une limite un peu technologique, de pas limiter le contenu aux gens qui pourraient se le permettre financièrement. Et donc, c'est encore plus à nous de faire le travail pour que au moins les gens savent qu'il y a quelque chose de gratuit qui, j'espère, est de bonne qualité, qui est là et qui peuvent écouter quand ils veulent et où ils veulent. Julien Maïd, les premiers retours vous ont appris quoi, vous ont étonné en quoi, et vous ont éventuellement amené à infléchir votre projet d'une manière ou d'une autre ?
Oui, alors les premiers retours sont positifs pour le moment. J'ai été surprise de voir que quasiment la moitié des lecteurs n'est pas d'origine asiatique, mais s'y intéresse par d'autres biais, gastronomie, sport, art, etc. Et c'est vrai que dès le numéro 2, on a mis l'accent un petit peu plus sur la cuisine et la gastronomie avec une nouvelle chronique, parce que ça plaît. Et voilà, pour le moment, les premiers retours sont très bons. J'ai eu l'occasion, à propos d'un livre que je faisais sur Paris, de m'intéresser aux restaurants chinois. Est-ce que vous savez combien il y avait de restaurants chinois à Paris en 1966 ? Enfin, chinois. Il y en avait chinois. un, je crois. Un ou deux, ils étaient d'ailleurs pas chinois, ils étaient d'ailleurs vietnamiens. Comme, un ou deux, je crois. Il y en avait 6. C'est ça. Il y en avait C'était 6. C'était aujourd'hui, je ne sais plus combien il y en a, mais un peu plus. Voilà, on voit, il y en a davantage. Laurent Beccaria, on parlait de la relation avec les lecteurs. En quoi est-ce qu'elle peut être différente de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ? C'est-à-dire que je crois que n'importe qui jette un œil aux réseaux sociaux est frappé par le nombre de juges qui sont tellement pressés de devenir bourreaux qu'ils n'ont pas le temps de regarder les dossiers. Et qu'au fond, il y a quelque chose qui fait peur là-dedans. Qu'est-ce que vous avez trouvé de différent ? Alors, on a calculé que... c'est un peu difficile de voir, mais on a été en contact durant toute cette tournée entre 8 et 10 000 personnes. Parfois dans des groupes de 4-5, de type réunion Tupperware, parfois c'était 200 ou 300 personnes. C'était ça les marchés, tout ce que... On s'est fait la réflexion, on n'a rencontré aucun conspirationniste. On a rencontré personne de véhément. On a rencontré que des gens posés, bien informés, exigeants, et ayant une certaine distance avec la bulle informationnelle, et une énorme réticence ou rejet par rapport au parisianisme de la presse d'information, des news, magazines. Et ça me frappe, ça, de voir, je pense que les fake news, la violence sur les réseaux sociaux est peut-être beaucoup plus minoritaire en termes de personnes qu'on ne le pense, parce que ça prend beaucoup d'importance sur les réseaux sociaux. C'est une sorte de bulle aussi de ce côté-là. Et ça me rappelle, il y a un blogueur, il y a quelques années, qui au tout début du développement du net, sur le journal 20 minutes, avait fait un blog, c'était Guy Birenbaum. C'est le première effervescence autour d'un blog. Et il avait été frappé par la violence, la longueur, l'intensité des débats. Et certains des plus violents, il avait récupéré leur adresse IP, il leur avait écrit pour les voir en vrai. Et pendant une semaine, il avait vu une dizaine de ces contradicteurs anonymes, et il a été extrêmement frappé de voir que c'était tous des intellectuels précaires, en très grande difficulté. Des traducteurs qui n'avaient plus rien à traduire, des professeurs qui étaient en arrêt de longue maladie, des journalistes qui étaient en rupture de banc, des gens qui parfois ne pouvaient même plus payer leur chauffage, et qui n'avaient qu'un abonnement Internet. C'était comme un cri toute la journée d'écrire, d'être violence. Et je pense que... Comme ça, la réflexion que je me suis faite encore il y a 3 jours, je me dis peut-être qu'on se trompe à penser que il y a une masse énorme de gens qui ne demandent qu'à lyncher la terre entière, à partir dans des polémiques sans fin, et que dans la réalité, beaucoup plus de citoyens engagés, conscients, intelligents, respectueux du travail, et qui ont simplement envie d'en discuter, et que ce soit des informations qui les concernent d'une certaine manière, avec lesquelles ils puissent avoir prise et dans lesquelles ils peuvent avoir confiance. Oui, l'un des soucis simplement de ces manifestations extrêmement vindicatives sur les réseaux sociaux, c'est qu'elles impressionnent beaucoup les rédactions nationales, et qu'elles les intimident, et qu'elles je pensais à ce propos, il y a une phrase de Bernanos dans le dialogue des Carmélites où il dit il se repasse la peur comme on se donne le choléra. Et il y a effectivement quelque chose qui fait, et ce que vous appeliez tout à l'heure le parisianisme est au fond, me semble-t-il, une forme de fermeture d'esprit, et en même temps de crainte permanente d'être mis en accusation
Et c'est une forme de terreur au sens où on l'a connue à différentes périodes de notre histoire, y compris à la période qui s'appelait précisément la terreur. Est-ce que les projets que vous nourrissez les uns et les autres, et qui existent déjà pour 3 d'entre eux, et qui vont bientôt exister pour le 4e, sont dans votre esprit consciemment une sorte d'antidote à cette situation? Bien sûr. Quand on choisit ce métier, qui est le plus beau métier du monde, et je pèse mes mots, journalisme. Solzhenitsyn disait que c'était le 2e plus vieux métier du monde. Il ne disait pas que c'était le plus beau. C'est faux, puisque le journalisme est relativement récent dans l'histoire de France. Ça reste, à mon sens, enfin j'ai envie de le défendre. Et quand je constate que dans la cote d'amour des métiers, parfois les métiers sont sondés, on apparaît en avant-dernière position, juste avant les politiques, et après les péripapéticiennes, si vous voulez tout savoir. Donc on en est très bas. Ce qui est très injuste. On est très bas dans la cote d'amour des métiers. Et donc moi je suis quelque part désarçonné, parce que mon métier c'est quoi? C'est d'expliquer les plus belles choses, au sens de donner le meilleur de moi-même pour raconter le monde, pour révéler des choses. Et donc si mon public n'a plus confiance en moi, et quelque part, je ne suis pas audible. Donc, pour regagner la confiance, pour moi, il y a la proximité. Et il faut renouer un lien de proximité. Et l'exemple de la tournée d'Hebdo est fantastique. Nous, à notre mesure, on essaye aussi de se rapprocher de notre public. On le fait à la faveur de rencontres publiques, d'apéros lecteurs ou de débats publics qui prolongent des articles. Et vous vous rendez compte que c'est comme ça qu'on construit un dialogue de qualité. Et on ne peut pas se contenter en fait du flux d'injures qui circulent sur les réseaux sociaux. Dès que vous engagez une conversation, vous gagnez en qualité d'échange et vous gagnez en qualité de confiance. Donc il y a tout un travail pour impliquer, considérer en fait son public, qu'on a quand même beaucoup snobé, notamment dans la presse magazine dont je suis issu, parce qu'on s'est un peu trop intéressé aux annonceurs et pas assez aux lecteurs, puisque le modèle économique faisait que la publicité générait à peu près 50% du chiffre d'affaires. Et dans les rédactions, il y avait une représentation du lecteur qui est terrifiante. C'est-à-dire que moi, j'ai demandé vraiment qu'on bannisse tout mot en disant mais les lecteurs ne s'intéressent pas à ça, mais ils vont demander que... J'ai dit là, vous parlez à des fantômes. Donc voilà. Quand on s'adresse à des gens en chair et en os, on voit que beaucoup de nos représentations sont des illusions, sont des constructions. Je pense que Julie et Laurent seront d'accord avec moi, et c'est que dès le moment où on démarre une aventure et qu'on fait un crowdfunding, tout change, parce quand on le réussit, nous on en a fait aussi un, et quand on le réussit, et on voit on sait déjà dès le début qu'on doit tout aux gens pour qui on va faire quelque chose. Et donc forcément, et Jacques parle de proximité, et c'est une sorte de proximité, c'est pas forcément une proximité physique où on va sur le terrain. Nous on est hélas un peu trop jeunes pour avoir les finances pour se déplacer, mais c'est prévu. Mais c'est juste une proximité en disant que c'est une relation en fait, et c'est construire une relation avec le lecteur, avec l'auditeur pour nous, et ça passe par plein de biais. La proximité, c'est aussi le fait de se dire qu'on est sur des sujets spécifiques et proposer des choses qu'on voit pas ailleurs, ou des voix ou des sujets, des angles qu'on n'entend pas ailleurs. Nous, avec Lorraine, on a toujours une anecdote, c'est qu'on a bossé tous les deux dans la presse magazine pendant des années. On a fait beaucoup d'articles qui étaient plus ou moins high profile, ne serait-ce qu'en couverture d'un hebdomadaire, etc. Et moi, peut-être en 6 ou 7 ans, je pense que j'ai peut-être reçu 2 emails de lecteurs, et encore, je ne sais même pas comment ils ont eu mon adresse. Et les seuls retours que j'avais parfois sur les réseaux sociaux étaient pas forcément très, très agréables, surtout qu'on est sur la presse sportive et qu'on s'attaque à certains présidents de clubs de football. Depuis qu'on a lancé, nous, les émissions, c'est, je pense, une demi-douzaine par jour de retours positifs. Même hier, on était un peu désarçonnés parce qu'on a reçu une lettre vraiment à nos bureaux, une lettre manuscrite, et la personne nous proposait quelque chose, nous demandait une espèce de réponse, et puis on s'est dit, bon, on va lui répondre, et puis on a regardé, et en fait, dans sa lettre, elle avait laissé ni son numéro de téléphone, ni son email.
Donc on devait renvoyer une lettre, ce qu'on a, je pense, jamais fait. Et c'est plein de retours qu'on a comme ça qui sont aussi dus à notre média, parce que, comme je disais tout à l'heure, on tombe pas sur un podcast de Nouvelles Écoutes par hasard. C'est quelque chose qu'on cherche, qu'on veut, qu'on cherche. Et je pense que finalement, ça va être un peu pareil pour tout le monde ici, parce qu'on a tous une connexion assez spécifique et on n'a pas lancé le monde avec plein de cahiers différents qui cherchent à parler à tout le monde. On a une connexion avec les gens parce qu'on a les mêmes intérêts, les mêmes passions qu'eux sur telle ou telle émission. Julie Emaïd. Nous aussi, on a reçu des lettres et c'est vrai que c'est vraiment super touchant. Alors, il y a beaucoup de désavantages à être un petit magazine. Et puis, il y a cet avantage-là, c'est d'être au contact direct des lecteurs. Quand on reçoit une lettre d'un père de famille d'enfants eurasiens qui nous dit « Votre magazine me touche, j'ai envie de leur faire découvrir et j'ai envie de partager avec vous des poèmes que j'ai écrits pour mes enfants. » Voilà, ça nous remplit de bonheur pour une semaine. Et puis, les problèmes de distribution et d'annonceurs, on n'y pense plus, quoi. Moi, je l'ai toujours dit aux gens de l'équipe quand l'idée, c'est je préfère avoir 1000 personnes qui aiment profondément ce qu'on fait que 15 000 qui écoutent sans grande émotion. Oui, qui passent l'aspirateur pendant qu'ils écoutent le podcast. Vous avez les uns et les autres, au fond, indiqué une relation différente avec le lecteur. D'abord, une prise en considération du lecteur par rapport à ce que autrefois la publicité évitait de faire. Et aussi par rapport à une démarche de marketing. C'est-à-dire, c'est cette fameuse démarche qu'on a entendue, je l'ai comme Laurent entendu beaucoup, le lecteur veut, le lecteur ne veut pas. Ce qui a toujours été effectivement le grand moyen, la grande échappatoire des pusillanimes et des gens qui ne voulaient pas faire un journalisme d'offre, c'est-à-dire un journaliste qui a le courage de proposer quelque chose. Donc il y a la prise en considération du lecteur, il y a le respect du lecteur. Et peut-être même, il me semblait à vous entendre parler, il y a quelque chose qui ressemble un peu à du travail social, si je puis dire. C'est-à-dire, on a l'impression par rapport à ce que disait Laurent et ce que vous disiez aussi, Jacques, on a l'impression qu'il y a un travail de rapprochement des gens, de réunion des gens, de mise en œuvre d'une expression collective et contradictoire et contrastée, qu'au fond, qui a été longtemps le travail d'autres formes de socialisation, notamment celui des partis politiques, qui n'ont pas été que des machines à fabriquer les élections. Et d'une certaine manière, je me demande si le type de journalisme que vous souhaitez pratiquer n'a pas aussi cette intention de travail social. Laurent Beccaria. Oui, je pense que l'éclatement de la société à cause de la crise de tous les corps intermédiaires, plus l'effet des algorithmes sur l'information et les réseaux sociaux, produit un phénomène étrange. On se sent à la fois très isolé et très proche du même. Voilà. Et ce qu'on essaie de faire, je pense, les uns et les autres, c'est de retrouver des espaces de socialisation ouverts à tous. Et c'est en ça où c'est des projets de société. Moi, j'ai eu une expérience qui m'avait frappé il y a quelques années. J'avais publié un livre sur un personnage qui s'appelait Élie de Saint-Marc, qui avait été résistant, déporté, etc., qui est mort il y a 3 ans. Et moi, j'ai un fil Twitter qui est un fil très professionnel sur les gens qui travaillent dans l'édition et toutes les nouvelles formes de presse. C'est ça qui m'intéresse. Et quand il est mort, sur mon fil Twitter, personne n'avait fait écho, sauf, je crois, Pierre Assouline, qui avait fait 2 lignes. Et j'ai eu l'idée de mettre Élie de Saint-Marc sur Twitter, et j'ai vu des milliers de gens pour qui c'était une information capitale, et c'était des anciens militaires, des jeunes veilleurs, enfin tout un monde qui s'était reconnu en lui, puisque c'était des livres qui se vendaient à plus de 100 000 exemplaires. Je me dis, c'était impressionnant, parce que dans mon fil, c'est une information qui n'existait pas, dans leur fil à eux, c'est l'information capitale de la journée, et ces mondes coexistent. Alors c'est vrai pour tout un chacun, mais c'est radicalisé par les algorithmes et par leur construction d'information. Et je pense qu'à côté de ces réseaux qui nous permettent de nous mettre en contact avec le meilleur de ce qui nous intéresse déjà, et ça, je suis toute la journée, j'en vois la richesse, on a besoin d'avoir des liens avec d'autres gens, parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit. Donc un lien avec des gens qu'on ne verrait pas naturellement, avec des informations qui ne nous viendraient pas à nous naturellement, et c'est à ça que servent les magazines, c'est à ça que servent les journaux, par leur aspect tangible, par l'effet matériel, par le fait qu'on
qu'on le donne, et je suis absolument persuadé que faire des journaux qui ne présupposent pas le lecteur, ni en âge, ni en milieu social, ni en opinion politique, etc., mais qui sont réunis par une attitude dans la vie de curiosité, d'enrichissement, qui ont envie d'apprendre, ça peut être extrêmement important. C'est une sorte de projet de société, c'est sûr. Jacques Transo. Oui, je partage ce que Laurent vient de dire. C'est que derrière un média, il y a la volonté de favoriser du lien social, comme on dit. C'est-à-dire, on parle beaucoup de communauté autour de marques de presse. Je pense qu'il y a une grande difficulté pour un média de vivre sans une communauté derrière. Mais la communauté, ça veut dire de l'interaction. Donc ça veut dire de l'échange, ça veut dire des discussions. Les gens sont ravis de discuter les uns avec les autres. Quand on lance des apéros, on a testé la formule des apéros médiacité. Au départ, on était un peu trop dans le descendant. C'est-à-dire, on racontait des nouvelles du média, en se disant, on va forger un lien un peu fort. En fait, les gens, ils avaient envie de parler, de boire un coup, et puis de parler, et puis de rencontrer d'autres personnes qui s'intéressaient à l'actualité de leur ville. Donc, vous avez raison. Il y a cette mission de lien social, c'est absolument évident. Alors, je vous propose, puisque nous approchons de la fin de cette émission, je vous propose que vous nous disiez chacun, on terminera avec Laurent Beccaria et Hebdo, puisque c'est la publication qui n'est pas encore sortie, mais qui va sortir sous peu, que vous nous disiez quels sont vos projets prochains et le contenu de votre prochain magazine, Julie. Alors, notre prochain magazine, c'est le numéro 3 qui devrait sortir. Alors, disons déjà un mot du numéro 2, parce que oui. Il vient de sortir, le numéro 2. Voilà, le numéro 2 est sorti. Il a en couverture une phrase qui frappe, c'est « Il retourne en Corée du Nord, les étudiants français férus du pays ». Alors, nous sommes partis à la rencontre de 2 étudiants français de l'INALCO qui sont partis faire des études en Corée du Nord, qui ont aimé ça. L'un d'entre eux est déjà reparti et compte repartir, et l'autre compte repartir également. On a voulu aller au-delà des stéréotypes, au-delà des opinions politiques de chacun, et savoir pourquoi ça leur avait plu et ce qu'ils avaient vécu là-bas. On leur a vraiment laissé la parole, et c'est pas des pro-dictatures. Ils nous ont juste dit qu'une vie est possible là-bas, qu'il y a aussi d'autres êtres humains sympathiques qu'ils ont pu rencontrer, et ils ont pu découvrir ce pays qui a l'air très fermé. Et votre numéro 3 ? Le numéro 3 sortira début janvier avec un dossier spécial sur le Nouvel An lunaire, qu'on a tendance à appeler un peu trop souvent le Nouvel An chinois. Et donc on va s'intéresser aux traditions, aux symboles, à la préparation du Nouvel An dans le 13e arrondissement à Paris. Il y aura aussi tout un dossier sur la médecine traditionnelle chinoise et son intégration peut-être au sein de la médecine reconnue par la loi en France. Julien Neuville, vos projets ? Nous, du coup, on a à l'heure actuelle 6 programmes qui tournent toutes les 2 semaines, la plupart. La poudre, banquet sur le football, on a parlé, vieille branche sur les personnalités plus de 75 ans, qui vient de démarrer avec Henri Leclerc, qui démarre très bien, qui va avoir une programmation assez étonnante. Je dois dire, j'ai été un peu surpris quand vous avez annoncé que vous faisiez ce programme qui s'appelle Vieille Branche. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'émission avec Henri Leclerc, et je vois bien que l'avenir appartient non pas aux seniors, mais aux vieux. Il y avait l'idée de ça, c'était la phrase qui décrit un peu le projet, c'est le 20e siècle qui part le 21e. Dans le sens où, en fait, ce qu'on avait envie avec ça, c'était que les gens qui écoutent aujourd'hui, qui sont plutôt jeunes, parce que notre audience est plutôt jeune, se nourrissent un peu de cette sagesse de certains, et aussi, parce que sur les prochains invités, c'était pas le cas avec un monsieur Leclerc, mais sur les prochains invités, il y a pas mal d'ambiguïté sur certains invités, qu'on est assez surpris de certaines choses qu'elles peuvent dire. Donc on voulait aussi ne pas dresser un portrait... Dites-nous quels sont les prochains invités. Là, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Daniel Buren, Yvette Roudy, Xavier Emmanueli, Philippe Gildas, Alain Badiou, et on a deux anciennes ministres aussi également. Enfin, c'est assez varié, et c'était aussi important pour nous à un moment donné de montrer à la jeune génération, de se dire voilà aussi les gens qui ont fait les lois qui sont encore aujourd'hui. Donc c'est notre troisième grosse émission qu'on va vraiment pousser le plus possible. Et je disais que on lance, et ce sera déjà sorti au moment de l'émission, Bouffon, une émission sur
la bouffe, qui est à la fois divertissante et aussi informative, où on va faire un épisode sur la Syrie avec un chef syrien et une personne qui s'occupe d'aider à travers la nourriture les réfugiés syriens, comme on va faire un épisode sur les tacos ou les kebabs. Jacques Tranzo, Médiacité. Alors moi, Philippe, je vais pas vous dire ce qu'on va publier, puisqu'il y a une petite dimension confidentielle, puisqu'on a l'ambition de sortir des scoops et de l'investigation, donc confidentielle, puis d'ailleurs je ne le connais pas tous. Dites-nous peut-être au moins quand même quelle est la prochaine ville qui sera le théâtre de ce scoop. Je ne le sais pas, Il va vraiment falloir s'abonner. Il va falloir juste aller voir, on a une offre découverte gratuite, une offre découverte gratuite de 24 heures. Donc ce sont forcément des sujets sur Lille, Lyon, Toulouse et Nantes. Nous, notre ambition, c'est de poursuivre l'aventure, de rencontrer le public, de réussir la levée de fonds qu'on a engagée, et notamment une levée de fonds en bon français qu'on appelle en equity, c'est-à-dire qui donne la possibilité à des abonnés, à des lecteurs, à des citoyens qui veulent soutenir l'aventure d'en devenir copropriétaire pour une petite part, à partir de 500 €, pour participer à l'aventure différemment. Mais je voudrais juste conclure sur, à mon sens, 3 défis immenses à relever. Parce que là, on a parlé de façon docte sur des super projets, mais c'est quand même une économie très fragile. Et pour Hebdo, c'est un risque énorme de lancer un hebdo sans publicité. Et parce que la presse va très mal, en fait. Donc là, il y a une ébullition de projets, mais la plupart des projets sont extrêmement fragiles. Et les 3 défis, à mon sens, qu'il faut relever, c'est déjà le défi de la gratuité, parce qu'on a habitué le public à ce que l'information soit gratuite, et la gratuité, c'est délicieux. Donc quand on a le culot, pour certains d'entre nous, la plupart, de proposer de l'info payante, c'est pas simple. Certains sont choqués de ça. La deuxième défi, c'est la bataille de l'attention. C'est-à-dire que il y a 1000 sollicitations. On est dans un monde où on est bombardé de sollicitations. Et nous, on propose quelque chose qui tranche, c'est-à-dire du temps long, de la qualité. Mais on n'est pas forcément audible, parce que il y a des produits beaucoup plus addictifs qui tombent sur vos smartphones et qui vous prennent le temps de cerveau disponible. Dont on parle régulièrement, dont Patrick Lelay parlait, l'ancien patron de TF1, pour capter du temps de cerveau humain disponible pour lire de la qualité, c'est très compliqué parce que la concurrence est très très forte. Et le 3e défi, on en a parlé, c'est la confiance. Il faut renouer un lien de confiance. Il n'est pas normal que notre cote d'amour, nous autres journalistes, soit aussi basse dans le public. Laurent Beccaria, que trouverons-nous dans Hebdo dans quelques jours? Alors, je ne peux pas le savoir, parce qu'à l'heure où nous enregistrons, évidemment, un hebdomadaire qui sort le 12 janvier. Parce que vous ne prévoyez pas l'actualité. On ne peut pas prévoir l'actualité. Il n'y a pas de rubrique astrologie. De la faire. Non, mais le défi, c'est vrai, est énorme. Ce que je voudrais demander aux auditeurs, c'est de nous donner une chance. C'est-à-dire que recruter 40 journalistes, dont certains ont quitté des postes extrêmement viables dans la presse pour des salaires inférieurs, se lancer dans cette aventure. C'est une aventure comme il en arrive une fois par décennie. La dernière, c'était Mediapart. Avant, c'était peut-être Marianne ou l'événement de jeudi. Enfin, c'est des grosses... il y a eu des tas d'autres projets tout à fait étonnants qui ont été lancés, mais avec cette ambition, juste nombre de participants et 50 personnes et un hebdomadaire, c'est assez lourd. Donc, on est sans publicité. Il y a un mois, le premier numéro est capital, le vendredi 12 janvier. Et après, pendant un mois, nous acheter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si ça vous intéresse pas, on va mourir. C'est normal. Si personne ne les intéresse, c'est de l'offre. Mais si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, n'hésitez pas à en parler, parce que c'est notre seule force, c'est ça. C'est donnez-nous une chance, 3,50 €. Après, c'est à nous de vous convaincre. Hebdo sans H, 3,50 € le 12 janvier, Médiacité sur Internet et le lancement donc d'un mode de financement equity. Sur la plateforme Appli Capital. Appli Capital. Julien Neuville est donc le Bouffe, 5e programme podcast régulier sur Bouffon, sur Nouvelles Écoutes. Oui. Et Julie Amaïd, le 3e numéro de Koi, K-O-I, tréma, dans les kiosques, et déjà les 2 premiers, enfin le 2e est encore dans les kiosques, mais le
troisième dans l'Écosse, le 10 janvier. Merci à vous tous et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour la troisième et dernière des émissions thématiques traditionnelles, enfin tradition n'exagérant rien, enfin qui étaient traditionnelles ailleurs et qui sont en passe de le devenir ici, troisième émission thématique de fête.